vous ne m'entendez pas, vous levez la main, vous criez. Et voilà, je prendrai le micro, mais j'ai un peu de mal avec ça. Donc ici, on m'a demandé de présenter un peu en gros la thèse que j'ai réalisée il y a 3 ans maintenant, voilà, en une dizaine de minutes. Donc je vais essayer de rester dans le concret. Je sais bien que tous les aspects scientifiques et tout ça ne sont pas forcément ce qui intéresse, donc j'ai vraiment essayé de rester dans le concret, de montrer comment on a fait pour amener la technologie, et je pense que c'est une des premières présentations, mais qu'on abordera encore la technologie ensuite. Comment est-ce qu'on l'a amené pour former les entraîneurs, et puis en fin de présentation, on verra que ça peut être transféré notamment avec des enseignants, avec des entraîneurs d'autres sports où on était dans le volet, mais voilà un peu l'idée globale. Ah, c'est bon. Ok, donc par quoi est-ce qu'on avait commencé la thèse? L'idée c'était un peu de voir, on avait en tête d'amener de la nouvelle technologie et de la 3D parce que voilà, c'était notamment un peu poussé ici par l'université, et on avait d'un autre côté la passion commune du volleyball avec Marc Gould, et donc on s'est dit tiens, comment est-ce qu'on peut essayer de combiner ces deux aspects-là? Et la première chose à faire, ça a été d'aller voir forcément ce qui avait déjà été fait pour ne pas refaire ce qui existait déjà. Et donc on a fait pour ça une scoping review, donc là je vais vous passer un peu les différents détails. Que je reste derrière. Je montre leur nom. Ouais, je vais bien. Non, parce que là ça ne fonctionne pas. Nous sommes trahis par la technologie. Voilà. Donc, comment on a fonctionné, je vais aller assez vite sur cette partie-là, comme je vous ai dit, mais le principe général d'une scoping review, c'est un peu d'analyser tous les articles qui existent environ sur le sujet, donc que ce soit de la 3D ou du volley ou du coaching, etc. Et de voir un peu les articles qui pouvaient nous intéresser, voir ce qui se rapprochait de ce que nous on voulait faire. Et au-delà d'une analyse de la littérature de plusieurs centaines d'articles, on avait retiré 60 articles qui pouvaient coïncider avec ce que nous on voulait, ce que nous on visait. Ça fonctionne de nouveau. Alors, les principaux résultats qu'on avait obtenus, c'est qu'en fait, la plupart des études fonctionnaient avec la plupart des études qui analysaient, donc c'est vrai que je n'ai pas insisté là-dessus, on était dans le coaching, mais principalement sur l'observation du coach. Donc il y a tout l'aspect visible et il y a tout l'aspect invisible du coaching, forcément, ça je ne vais pas vous l'apprendre, au niveau de l'enseignement c'est la même chose. Et on sait bien que les aspects visibles, tout ce qui est feedback, comportement non verbal, etc., sont toutes des choses qui sont fort analysées, mais tout ce qui est invisible, donc processus de prise de décision, observation des choses en match qui forcément vont amener la prise de décision par la suite, là-dessus il y a quand même pas mal de choses qui sont lacunaires dans la littérature. En fait, on s'est rendu compte que pour analyser l'observation des coachs, beaucoup utilisaient l'eye tracking. Donc, je vais vite vous expliquer ce que c'est. En gros, c'est une technologie qui permet, quand quelqu'un regarde une vidéo ou autre chose, de voir un petit point rouge qui suit le regard. Et donc, avec le petit point rouge, on sait exactement ce que la personne regarde. Le petit problème avec ça, c'est que si jamais je vous mets dans un match de volley et qu'on voit que le coach il regarde l'épaule au moment où un joueur attaque, ok, on sait qu'il regarde l'épaule, mais pourquoi est-ce qu'il la regarde et qu'est-ce qu'il en ressort? Donc ça, c'est une donnée vraiment chiffrée, je vais dire, c'est le petit point rouge, mais est-ce qu'il regarde l'épaule parce que, ou plutôt le bras, pour voir si le bras est tendu, pour voir si le bras est bien devant le joueur, pour voir si le bras a bien été armé? Au final, ce sont plein d'infos que nous, on doit interpréter. C'était pas trop notre objectif, c'était vraiment d'avoir un peu plus d'infos vraiment très concrètes. Donc, on verra plus tard, mais on a utilisé une autre méthodologie. Voilà. Alors, autre chose, on s'est rendu compte qu'avec la réalité virtuelle, donc VR c'est pour Virtual Reality, où la 3D était vraiment très très peu utilisée. Et voilà, globalement ce qu'on a retiré, ce qui a en fait orienté notre travail par la suite. On s'est aussi rendu compte que on avait très très peu d'études dans un environnement ouvert, c'était souvent dans des environnements très restreints où voilà, on demandait à des coachs de venir dans un laboratoire ou des choses comme ça, mais au final, une fois qu'on se retrouve en situation de match ou en situation d'entraînement, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu, il y a le feedback que les joueurs vont rendre, il y a le bruit dans la salle, etc. Et on s'est rendu compte donc il y avait très très peu de choses qui étaient faites dans un environnement ouvert, complet, c'est-à-dire dans le vrai environnement, dans l'environnement réel du coach.
Et enfin, on s'est rendu compte que l'observation des sportifs était quand même pas mal analysée, l'observation des arbitres un peu moins, et l'observation des coachs encore moins. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, et ça de nouveau je ne vous l'apprends pas, l'observation c'est la base de tout. À partir du moment où vous voulez corriger quelqu'un ou amener quelque chose, si jamais vous ne l'avez pas observé et que vous n'avez pas vu qu'il y avait un problème, forcément que le feedback il ne va pas suivre. Donc, on peut avancer. Donc voilà, alors la première étape ensuite ça a été de créer un dispositif, donc là je vais aller assez vite, on peut avancer parce que j'ai déjà pris pas mal de temps. Donc en gros on a créé un dispositif où, pour vous expliquer assez brièvement, on a utilisé une caméra 360 degrés qu'on a été positionné à la place d'un coach pendant une simulation de match, donc on a groupé les équipes avec des vraies vareuses, etc., un arbitre du public, et donc on a mis une caméra 360 degrés à la place d'un des deux coachs, et on a filmé le match. Ensuite, on a découpé des séquences. Et en fait, quand les coachs venaient du coup dans notre bureau par la suite, ils mettaient un casque de réalité virtuelle et ils se retrouvaient transposés directement à la place de la caméra. Donc en fait, ça leur permettait d'être dans cet environnement ouvert complet avec le public, avec les joueurs qui vont avoir des réactions, etc., et de pouvoir observer donc le match dans une situation complète sans pour autant pouvoir en gros être influencé. Si jamais vous allez pour étudier du coaching à côté d'un coach pendant un vrai match de championnat et que vous lui dites dites-moi un peu tout ce que tu observes, forcément qu'on va impacter l'environnement. Il va nous répondre, pendant ce temps-là il n'observe pas, ou inversement il ne va pas nous dire tout ce qu'il pense de peur que les joueurs ou les joueuses entendent. Si jamais je vois cette joueuse-là elle ne bouge pas, elle fait rien de bon, etc., ou elle vient de rater les 3 dernières attaques, c'est pas parce qu'il le voit qu'il doit forcément le dire. Forcément, si on est sur le terrain avec lui, il va le dire et ça risque d'impacter les joueurs ou les joueuses. Et donc là, ça permettait, nous, comme on était dans le bureau, de pouvoir entendre tout ce qu'il allait nous dire sans que ça ait un impact sur les joueuses, etc. Je ne sais pas, on peut avancer comme ça. Alors, donc on a travaillé avec 17 coachs, il y avait 3 séquences, etc. Et à la fin de chaque séquence, en gros, on leur demandait un peu comment ils avaient perçu, on leur faisait passer les questionnaires qui avaient été validés pour obtenir des résultats en lien avec la littérature. Et donc, là on peut avancer tout de même. Donc, on a obtenu quelques chiffres, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces chiffres-là, si certains ont des questions, on pourra en discuter après, mais on peut encore cliquer une fois. Ah, ça fonctionne. Ok, magnifique. Ça c'est pour revenir en arrière. Voilà. Et donc en gros, ici, on s'est rendu compte que notre environnement était positif, qui allait retranscrire, mais non, il simulait bien un environnement réel, puisque les coachs avaient les mêmes sensations que quand ils étaient dans un environnement réel, généralement. Et donc voilà, notre dispositif était relativement bon pour ce qu'on voulait étudier. Par contre, on devait faire attention, on devait bien rester sur de l'observation et pas sur du verbal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que si jamais le coach commence à donner des feedbacks aux joueurs, etc., les joueurs n'allaient pas lui répondre, puisque c'était une caméra, c'était une vidéo, et que la vidéo, elle était tournée comme ça. Donc l'idée, c'était juste d'analyser, en tout cas d'analyser avec le coach ce qu'il observait, et pas forcément comment il transcrivait tout le reste. C'était vraiment s'attarder sur la première partie. Alors, il y a quelques vidéos qui suivent pour vous montrer que l'environnement était assez réaliste. Voilà quelques coachs là au-dessus qui étaient dans la salle ici à l'université, le match qu'ils voyaient là-bas en dessous. Et vous verrez qu'une fois qu'ils étaient immergés, qu'ils s'étaient un peu échauffés, qu'ils avaient l'habitude d'être immergés, ils vont avoir des réactions en fait qui sont très proches des réactions du match et qui n'ont en fait pas de sens à partir du moment où ils sont dans une pièce. Donc ça montre qu'ils ont oublié qu'ils étaient dans cette pièce et qu'ils étaient vraiment dans l'environnement. Donc on a ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Voilà, ça s'énerve sur l'arbitre. Encore une fois, je pense. Mais c'est quoi ça? Voilà, donc là c'était absolument pas dans les consignes. Évidemment, on lui demandait juste de dire ce qu'il voyait. Donc là, il sortait de son rôle parce qu'il était impliqué dans le match. Ici, ça va prendre un peu plus de temps, mais il va y avoir un temps mort et vous allez voir que le coach en question va bon, en tout cas faire des remarques aux joueurs parce qu'il n'écoute pas ce qu'il dit. Il faut que tu sois déjà beaucoup plus près. Donc voilà, là il dit normalement tout ce qu'il observe, et là il y a un temps mort. N'oubliez pas, tant que la balle n'est pas au sol, il faut que vous soyez reculé. Il faut que vous soyez reculé pour aller chercher les balles. Voilà. Et là il y a une fille qui va avoir le malheur d'aller voir. Ok. Il y a deux choses importantes. De votre bloc, vous devez être bon. Vous écoutez là ou vous allez prendre de l'eau par après? Voilà, forcément les filles ne vont pas lui répondre. Il dit
ici, cette coach-là va se retourner vers la table et demander si elle a encore droit à temps mort, à prendre un temps mort, mais forcément cette personne n'existe pas hein, dans la réalité. Elle ne s'est pas lancée cette vidéo. Attention, c'est la lancée, c'est fonctionne juste. Et là, c'est sans doute le plus impactant. Regardez bien cette personne qui va se pencher pour attraper la balle qui va arriver dans cette vidéo. Voilà, là maintenant. Voilà, on va avancer, tant pis pour la vidéo qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, l'environnement était réaliste, donc on a pu aller un peu plus loin. On a commencé à analyser vraiment l'observation des coachs et voir voilà, ce qui en ressortait. Je vais aller assez vite parce que je n'étais pas censé prendre autant de temps sur la première partie. Donc en gros, qu'est-ce qui va ressortir? On a travaillé avec 24 coachs ici. 24 coachs qui, comme je vous ai dit, venaient, on les accueillait, etc. On les mettait dans un protocole pour qu'ils s'échauffent. Et puis ensuite, on les immergeait dans un scénario. C'était dans un scénario où c'était le match de l'année, un match hyper important, etc. etc. Et puis, ils avaient 2 séquences de jeu d'environ 15-20 minutes à observer. Et pendant cette séquence-là, ils devaient dire à voix haute tout ce qu'ils observaient. D'accord? Donc c'est une méthodologie qui a été prouvée scientifiquement. Après un échauffement, la personne, une fois qu'elle est habituée à ça, va, a priori, nous donner quand même une grosse partie de ce qui se passe dans sa tête, sans doute pas tout, d'accord, et ça on ne saura jamais le vérifier, mais on a en tout cas des infos plus qualitatives que juste avec la tracking, où on sait juste où la personne regarde. Là, on sait exactement ce qu'elle regarde et ce qu'elle en pense. Donc en termes de résultats, on a notamment comparé les experts et les coachs débutants. On remarque que pour tout le monde, de manière générale, on a 80% des observations qui se portent sur sa propre équipe, d'accord, ce qui est relativement voilà, un peu surprenant, parce que dans la littérature, quand on regarde les coachs de haut niveau, on a plutôt tendance à observer l'équipe adverse que la leur. Voilà, ça dépend un peu des objectifs. On cherche à faire progresser son équipe ou plutôt à s'adapter à l'équipe adverse, hein, sans doute. Alors, les entraîneurs experts, on se rend compte qu'ils ont tendance à beaucoup plus décentrer leur regard de la balle, c'est-à-dire que les débutants, ils suivaient le match comme un match qu'ils regardaient à la télé, donc ils suivaient la balle, etc. Alors que les entraîneurs experts avaient plutôt tendance à regarder parfois à l'opposé de la balle pour analyser une position de défense, une position de bloc, une position de réception, etc. Donc on voyait qu'ils allaient un peu plus loin que juste suivre la balle. Ils avaient des observations beaucoup plus ciblées, donc c'était pas juste c'est bien ou là elle est bien mise, non, il y avait clairement à chaque fois des éléments très ciblés. Et enfin, on remarquait, ça c'est spécifique au volley, mais les entraîneurs de haut niveau observaient davantage le bloc et les entraîneurs d'équipe masculine observaient aussi beaucoup plus le bloc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais a priori, on se rend compte avec les études et même en termes biomécaniques que le bloc est beaucoup plus important au volley masculin qu'au volley féminin, et donc c'est pas étonnant en soi. Et donc voilà, on est parti sur ces bases-là, on s'est dit ok, ces résultats-là, ils vont peut-être nous servir à former des coachs. C'est ce qu'on a fait dans la dernière étape. Et donc, faire de l'auto-confrontation, vous verrez, on les a suivis, etc. Mais je vais y arriver progressivement. On a aussi analysé en fait ce que les coachs faisaient des informations qu'ils voyaient pendant les temps morts. Vous avez vu là, pendant les temps morts, les filles venaient tout près du coach et le coach devait, en gros, leur rendre un feedback exactement comme s'il avait été en match. Alors forcément, là, elles ne peuvent pas lui répondre, on sortait un peu du cadre du dispositif, mais ça nous permettait de nous voir quelles informations le coach sélectionnait pour transmettre aux filles. Et donc, en fait, en analysant avec des questionnaires de rappel, etc., entre les séquences, je vous passe un peu les détails, on a observé en fait que le rappel, en gros, donc le rappel, c'est-à-dire ce dont le coach se rappelait et transmettait aux joueuses, n'était pas forcément influencé par la mémoire à court terme. Donc, une de nos hypothèses, c'était qu'un coach prenait un temps mort et parlait de la dernière faute qu'il venait d'avoir lue. C'était une hypothèse parce que voilà, avec notre expérience de terrain, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément ça. Donc les coachs avaient quand même tendance à bien sélectionner les informations, mais ce n'était pas une sélection parfaite. Sur la dizaine de coachs avec qui on a travaillé, 10-20, on n'a que 2 coachs qui est vraiment estimé avoir sélectionné après coup toutes les informations importantes et ne pas en avoir oublié. Donc ça c'est quand même interpellant, ça fait que 10-20% de l'échantillon. Donc ça veut dire quand même qu'il y a 90 à 80% des coachs qui, lors d'un temps mort, oublient une information importante, au moins une. Donc ça c'est important aussi pour notre formation que nous on voulait mettre en place et se dire tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça et comment est-ce qu'on pourrait former les coachs à être plus efficaces lors des temps morts. Et on s'est rendu compte que les coachs, lors d'une situation négative, donc lorsque leur équipe était fort menée, lorsqu'elle venait de prendre 3 ou 4 points d'affilée, etc.,
avaient plutôt tendance à avoir un temps mort efficace, alors que dans les situations très positives, les coachs avaient plutôt tendance à se relâcher et au final à transmettre moins d'infos, alors que c'est peut-être justement à ce moment-là qu'il faut essayer de conserver son équipe impliquée. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire, importance d'entraîner cet aspect, c'est ce qu'on a fait par la suite, et importance d'utiliser l'outil 3D, puisque de nouveau c'est difficile d'analyser ça autrement, en tout cas on n'a pas trouvé dans la littérature ou même comme ça en réfléchissant d'autres manières d'aller analyser ces informations. Et enfin, donc la dernière étape de notre étude, ça a été de suivre des coachs. Donc on a suivi 7 participants pendant toute une année, on suivait sur le terrain, on faisait des entretiens de rappel stimulés avec lui. Et en gros, on allait filmer son match, on allait l'enregistrer pendant qu'il coachait son match, et puis on le faisait revenir dans les bureaux où on travaillait avec lui chez lui. Et tout simplement, on analysait avec lui de nouveau, et voilà, en arrêtant des parties de la vidéo, on lui disait, bah tiens, avec ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que là, tu n'aurais pas pu justement donner un feedback sur la passe? Tu avais dit que tu t'intéresserais plutôt à la passe, etc. etc. Donc on a fonctionné, on a formé comme ça. Comment on fonctionnait ici? On avait un tableau Excel, c'est-à-dire qu'à force d'entraînement et au bout de 4-5 ans, on avait l'habitude, quand le coach donnait des observations, on les codait à 3 niveaux, au niveau de qui il observait, au niveau de ce qu'il observait et au niveau de est-ce que c'était plutôt une observation dans le registre technique, tactique, en termes d'organisation, de composition d'équipe, etc. Et donc on codait ça en direct pendant qu'il parlait. Généralement, on avait assez de temps avec l'entraînement. Et en fait, les informations, les graphiques que vous voyez là, c'était un fichier Word qui s'adaptait automatiquement au fichier Excel qu'on avait. Donc ça nous permettait en fait d'avoir un fichier qui se mettait à jour automatiquement. Et dès que les observations étaient finies, on imprimait le rapport et on pouvait le donner au coach ici directement au bloc. Alors au niveau des résultats, on s'est rendu compte qu'il y avait sur les 6 sujets qu'on a suivis pendant toute une saison, on en a 3 qui étaient interpellés, c'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas du tout à observer ce qu'ils observaient, ils pensaient qu'ils observaient beaucoup plus d'autres choses et beaucoup moins d'autres choses. Il y en a 2 qui n'étaient pas surpris mais qui ont quand même voulu modifier ce système d'observation, et il y en a un qui a estimé qu'il faisait déjà quelque chose de bien et qu'il n'avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Alors, en termes de points positifs, in fine, ici j'ai un peu résumé, hein, en termes de points positifs de toute l'expérience au bout de la saison avec eux, on s'est rendu compte que déjà ils n'avaient eu aucune mauvaise sensation dans la 3D. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé, notamment des jeux vidéo, etc. Avec un casque de réalité virtuelle, on peut avoir tendance à avoir des nausées, etc., etc. Notre protocole, comme la personne ne bougeait pas, elle pouvait juste bouger le regard, mais elle ne bougeait pas, il n'y avait pas de problème de nausées, etc. Alors, ils ont trouvé que le rapport qu'on leur donnait en direct était très bien et leur a apporté quelque chose, que c'était une formation pratique, contrairement à certaines formations qu'ils étaient obligés de suivre, notamment pour avoir des cartes de coach, et qu'ils estimaient beaucoup trop théoriques et trop loin de leur contexte. Ici, c'était directement appliqué à leur contexte, c'était individualisé forcément, et il y avait cet aspect nouvelle technologie qui motivait certains. Et ensuite, voilà, certaines choses, ils auraient bien aimé qu'on les suive encore de manière plus longue et plus continue, et qu'on adapte le niveau des matchs à leur niveau à eux. C'est vrai que voilà, on avait 2 séquences, nous on avait fait le pari de garder les mêmes séquences pour tout le monde, pour pouvoir comparer vraiment les coachs les uns par rapport aux autres dans le même match. Voilà, on aurait pu aussi prendre des séquences vraiment adaptées aux différents coachs et rester vraiment alors là sur de l'individuel, mais on n'aurait pas pu comparer un coach par rapport à l'autre puisqu'il n'aurait pas eu le même contenu visuel. Donc voilà, ça c'est un pari qu'on avait fait, mais certains se sont dit le niveau du match que j'ai observé, il était trop élevé, et d'autres ont dit il était trop faible. Donc voilà. Et enfin, le manque d'interaction, ça ce que je vous ai dit, c'était une vidéo, donc ils ne pouvaient pas parler avec les joueurs, donc là il y avait cette petite frustration de je vois des choses mais je ne sais pas les corriger. On peut comprendre en termes de coach que ce soit frustrant. Maintenant, nous, notre objectif, c'était, ok, vous voyez les choses, et on s'arrête déjà là. Donc nous, en termes scientifiques, on a eu ce qu'on voulait. Eux, en termes pratiques, ils ont été un peu, dans le dispositif, ils étaient un peu frustrés parfois de ne pas pouvoir corriger, de voir la même erreur qui se répétait quelques fois. Mais voilà, ça c'est parti on le savait à l'avance. Voilà, je vais aller assez vite. Donc voilà, toutes les perspectives. En plus, c'est ce qu'on a fait en vert, c'est tout ce qu'on peut encore faire. Et on a démarré. Et enfin, juste pour vous montrer, on a eu la chance d'aller au Brésil en préparation pour la Ligue des Nations avec les équipes nationales brésiliennes justement. Donc c'est vraiment le top mondial. Et on a fait passer ce protocole-là aussi. On a eu un peu du mal à traduire le portugais, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore vraiment utilisé ces données-là. Mais grâce à Maureen,
on a trouvé justement, on en parlera, une IA qui permet de retranscrire le portugais. Et donc, on est en train d'analyser ça maintenant. Et donc voilà, vous voyez ici. Ah, si on s'est lancé la vidéo. A bola está queimando na nossa mão. Então transfere a bola com mais paciência. Qualidade técnica, qualidade no passe, no gesto técnico. Você está jogando a bola muito longe. Então mais Voilà, donc c'était juste pour...